comme feuille de route de parler de l'EDD dans les programmes scolaires, parce que c'est cela le titre, avec le mot programme. Dans les enseignements, au sens large, certes, mais m'adressant à un public essentiellement SVT, je crois, je vais bien sûr mettre le point focal sur les SVT. Je pense qu'on peut sans difficulté élargir à d'autres domaines. Et Robin Bozovex m'a demandé de porter la parole, les attentes de l'institution, ce qui va m'inciter à être particulièrement injonctif. J'essaierai de le faire en souplesse, mais surtout de donner des raisons. J'avoue que préparer ce topo était pour moi une véritable gageure pour plusieurs raisons. L'une étant la complexité de la chose, c'est-à-dire comment en 45 minutes réussir à parler de tout. D'autant plus qu'on est dans le complexe, tout est dans tout, et c'est un exposé totalement impossible à linéariser. Donc oui, il y a un plan. Bon. Mais non seulement je n'ai pas beaucoup de temps, mais en plus je vais me répéter. Alors, c'est une mauvaise façon de consommer son temps peut-être, mais ça me semble un petit peu inévitable. En 3 temps, puisque vous ne savez pas trop à quel degré vous êtes informé sur le DD et ce que vous en percevez. De toute façon, ça ne fait jamais de mal que de rappeler les grandes lignes assez rapidement. Quels sont les objectifs de l'EDD en tant que tel. Ensuite, point focal sur les sciences de la vie et de la Terre. Quel contenu mettre, quel contenu est lié à l'EDD, comment l'aborder, avec 2 idées fortes, contextualiser et pratiquer une démarche scientifique rigoureuse. À la limite, je pourrais presque m'arrêter là comme point de départ de réflexion. Et puis le 3e point, c'est comment s'intègre la dimension éducative, puisque dans SVT, il y a science, et dans EDD, il y a éducation. Voilà en gros le fil directeur. D'abord, quand on fait de l'EDD, a-t-on besoin de science? Quand on tape sur Google effet de serre, Google Images, on tombe sur par exemple, sur ces dessins-là. L'effet de serre qui est quand même un des thèmes associés au développement durable, en oubliant que cette Terre issue de l'effet de serre ne porterait pas la vie si l'effet de serre n'était pas là, que l'effet de serre n'est ni bien ni méchant, c'est un phénomène physique, point. Bon, c'est quelque chose à analyser autrement. Et quand on regarde ce petit dessin à droite avec le nounours qui porte le caribou et le petit renard blanc, on a un raccourci entre effet de serre et réchauffement climatique, en plus d'une façon qui est très très mal localisée. Un raccourci avec réchauffement climatique, fonte des glaces, variation du niveau des mers, et quand même la faune est un petit peu hétérogène en termes de biodiversité, c'est pas forcément parfait, et en même temps, intrinsèque avec biodiversité, mise en danger d'espèces menacées, en choisissant bien sûr des espèces emblématiques qui parlent à l'affect. Bon, eh bien franchement, pour décoder un dessin comme ça, il faut beaucoup de science derrière, et si on veut échapper à l'affect, on a besoin d'avoir une véritable formation scientifique. Donc, a-t-on besoin d'une formation scientifique pour traiter le développement durable? Pour aller vite, oui, et l'institution l'attend. Alors, un petit peu d'historique avec mon collègue Michel Agrel, inspecteur général d'histoire et géographie, qui était à l'époque doyen du groupe. Il faut dire qu'on est parti sur... on a été, sans modestie, les initiateurs de cette EDD à l'époque. Et donc, on s'est posé un certain nombre de questions. Je donne les clés de ces premières directions qu'on a proposées donc, au cabinet, aux ministres, et qui ont été validées dans des circulaires. La première question embarrassante, c'est qu'est-ce que le développement durable? Alors, on veut bien partir de la définition de Harlem Brundtland, oui, mais c'est une définition dans laquelle on ne définit pas le mot développement, qui est quand même le mot central. On ne définit pas non plus ce que c'est qu'un besoin. Entre besoin, désir, etc., que dire. Les échelles de temps sont bien sûr non précisées, les générations futures, etc. Et donc il y a derrière cette définition plein d'implicites non définis qui font que oui, ça donne une direction, avec peut-être une seule idée qui est cette idée de solidarité intergénérationnelle, qui est peut-être le seul concept solide sur lequel on puisse se fonder pour construire une démarche, le reste étant soumis à discussion. Ensuite, on prend les définitions de développement durable, on en trouve un petit peu plus de 40, dont certaines très polémiques, en particulier autour du terme de développement, et on a affaire à une population d'enseignants abondante et diversifiée, qui doit pouvoir adhérer, sans réticence, aux directions qu'on lui propose. Parce que nous sommes dans une école laïque. C'est un détournement du mot laïque, mais on est un peu dans cet esprit-là, respecter toutes les approches.
Donc, la circulaire dit ceci, prise de conscience des questions environnementales, économiques, socioculturelles. On est bien dans le développement durable, dans les trois piliers, ça c'est un repère solide. Sans catastrophisme, l'idée de base c'est échapper à l'affect pour rentrer dans la science, le concret, le solide, avec lucidité, mot-clé de ce qu'on doit apporter dans la formation d'un citoyen, bon, etc. Adopter des comportements, c'est-à-dire que résolument, c'est aussi une éducation qui est orientée vers l'action. Et c'est adopter des comportements, ce n'est pas inculquer, je reviendrai sur ce point. Donc, c'était l'esprit, je vais développer un tout petit peu après, et les outils. La deuxième circulaire les précise, elle ne vient pas à la place de, elle complète, inscrire dans les programmes, on est bien dans le sujet du jour, multiplier les démarches globales d'éducation et de développement durable dans les établissements, les écoles, les établissements scolaires, et former. On a au moins 2 éléments aujourd'hui, former et les programmes. Donc, les lignes directrices de l'EDD. Pour aller un peu vite, sortir du catastrophisme et de l'affect, c'est essayer de s'appuyer sur la science au sens large, sciences humaines ou sciences dures ou molles ou semi-molles, enfin, pas. Avoir des approches positives, c'est-à-dire que l'affect, c'est souvent la culpabilisation qui conduit à la contrition. C'est donc aller vers la responsabilité pour aller vers l'action. Ça, c'est quand même une des directions importantes. Et puis, c'est bien entendu essayer d'échapper à la polysémie, au flou, à l'expression développement durable, et définir des axes qui soient à la fois non partisans, consensuels, acceptables par tous, et transversaux, puisqu'on est ici dans un domaine transversal et partagable par toutes les disciplines. C'est pour ça qu'on a proposé un corpus extrêmement réduit de directions pour construire, pour s'interroger, parce que finalement ce qui intéresse un professeur, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais là est dans l'esprit d'une démarche EDD? Donc voilà quelques critères simples. 1, plutôt que d'affirmer, puisqu'on n'a pas de définition du développement durable, privilégier le questionnement. Le questionnement et le re-questionnement. C'est-à-dire, d'abord, questionner dans une perspective de développement durable. Il est évident que ça ne veut rien dire si on ne définit pas ce qu'est cette perspective. Quelques critères. Alors, un exemple pour commencer. Premier S, le professeur commence son cours en disant, vous voyez, nourrir les hommes, les agrosystèmes des systèmes fragiles. En disant, voici un écosystème naturel à gauche, la forêt, à droite, un agrosystème géré par l'homme. Quelles sont les différences? Faux. 2 écosystèmes gérés par l'homme. C'est tout. Donc, rentrer par cette question-là, c'est poser des questions scientifiques. Qu'est-ce qui explique la différence entre ces 2 écosystèmes? Diversité ou non? Est-ce que c'est les espèces végétales, animales qui le peuplent? Est-ce qu'on est dans l'histoire du peuplement? Quelle est la part de l'homme? Avec quels objectifs? Comment gère-t-on une forêt? On gère les forêts de façon assez différente. Comment gère-t-on un écosystème agricole pour produire du blé? Voilà. Et là, on est dans une... On va parler d'art, on va parler de culture, on va parler de loisirs, on va parler d'économie, on va parler de gestion, on va parler d'aspects sociaux. Voilà, c'est tout. C'est rentrer dans ce sujet-là, non pas par la science, mais par une question de société, mais qui va nous amener à véritablement faire de la science de toute façon. Et c'est là qu'on a énormément bougé entre les années 70, où on entrait dans l'écosystème forêt, sans faire d'écologie politique du temps de Ramade et de René Dumont, parce qu'on ne faisait pas on considérait que c'était faire de la politique en classe, et que c'était proscrit. Maintenant, on a passé une question de société, et on ne s'engage pas politiquement. On leur pose des questions. Protéger la forêt, l'approche affective des années 80 à 90, aujourd'hui rentrer dans une approche anthropocentrée, autour du développement humain, démarquée des médias non catastrophistes, et orientée sur l'action, gérer la forêt aujourd'hui pour demain. Voilà, de façon très rapide, ce que peut être un questionnement, un exemple de questionnement dans une perspective de développement durable. Donc, priorité aux questions. 2, prendre en compte la complexité. Je ne reviens pas sur ce petit diagramme. Comment prend-on en compte la complexité? Eh bien, quand on regarde des laboratoires d'analyse, les laboratoires INRA, par exemple, IFREMER, on s'aperçoit que sur toutes les thématiques, on associe maintenant des agronomes, des sociologues, voire des ethnologues, quand on va faire du développement dans le Sud. Et on sait très bien qu'il faut tout prendre en compte, mais qu'une seule personne ne peut pas prendre en compte toutes les différentes approches. Donc, on prend des experts, on appelle ça la collégialité de l'expertise, c'est une belle expression dans le monde du développement durable. Eh bien, nous avons nos experts, on est parti de cette idée-là, en disant, pour construire le DD,
partons des disciplines, mais en questionnant dans une perspective de développement durable, de façon à ce que la façon dont on construit les concepts soit ensuite plus facilement partageable. On crée la possibilité de lien avec les autres approches. On fabrique des velcros. Et puis après, eh bien, il faut trouver le moyen de faire converger, d'accrocher les velcros, parce qu'on peut les laisser traîner comme ça dans l'air et laisser les élèves se débrouiller tout seuls, alors que là, on se dit, il faut aussi aider à percuter, à accrocher l'ensemble, faire converger. Ce n'est pas par hasard que j'emploie ce mot-là. Il y a des endroits pour faire converger. C'est un beau thème, d'ailleurs, pour faire converger. Et là, c'est essayer de faire intervenir les différentes disciplines, de croiser les apports disciplinaires. Mais donc, on est bien dans la question du jour, c'est-à-dire en quoi les programmes de SVT et leur mise en œuvre peuvent-ils contribuer à l'EDD de l'intérieur, mais en même temps par leur façon d'être croisés avec les autres ou d'être croisés avec la vie des établissements. Donc, prendre en compte la complexité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je dirais même en s'interrogeant, je suis professeur, je prépare un cours, je me dis, est-ce que j'ai une démarche de développement durable? Est-ce que j'ai vu un seul aspect de la question ou est-ce que j'ai pris en compte la complexité? Est-ce que sur le sujet, je peux prendre en compte différentes échelles d'espace? Je pose la question localement, est-ce que j'ai des transferts à faire globalement? Je pose une question globale, est-ce que je peux trouver une façon d'aborder la question localement? Le sens n'a pas d'importance, l'important étant de se poser la question et d'établir les liens s'ils existent. À différentes échelles de temps, on regarde le passé pour comprendre le présent et éventuellement avoir une vision prospective, avec des difficultés, puisqu'on ne regarde pas les mêmes échelles de temps, on regarde à 10 000 ans ou millions d'années, voire plus, sur le passé, avec des vitesses d'évolution que c'est à l'échelle des temps géologiques, ou de l'évolution de la vie, alors que là, on regarde vers l'avenir à des temps qui sont courts à l'échelle des temps géologiques, mais qui en même temps, et c'est fondamental, sont longs à l'échelle des politiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'échelle d'un mandat à 5 ans, on est dans une échelle qui regarde vers la génération future. Donc le long terme, qu'est-ce que c'est que le long terme? Je ne sais pas, mais c'est, disons, au moins la génération future, c'est 10 ans, 15 ans, 30 ans. Et ça dépend certainement des sujets. Mais on a là quelques éléments pour s'interroger ou organiser sa pensée pour se placer dans une perspective de développement durable. Et ces points-là sont assez consensuels. Le dernier point, c'est que le complexe, vous le savez, est indissociable de l'indétermination. Les incertitudes, c'est sur la mesure, c'est en amont, j'ai des imprécisions, mais l'indétermination, c'est qu'un système, je ne veux pas développer, bien que ça me tente, les systèmes complexes, nous disent les mathématiciens, sont des systèmes non linéaires, hein, y égale f de x, je sais où est x, je sais où sera y, un système complexe, on ne peut pas savoir. Quand un mathématicien traite d'un problème complexe, il trace un graphe, ce graphe peut sortir de l'écran, on est dans un système complètement indéterminé, à partir d'un point de départ, on ne sait pas où on va. Ou bien, ce système peut évoluer autour d'attracteurs, de points d'équilibre, etc. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'on n'a pas un point. Il y a toujours une indétermination sur le futur. Et qui dit indétermination veut dire que même si on fait de la science rigoureuse, au moment d'avancer, d'agir, on est obligé de faire des choix. Et d'apprendre à choisir en fonction des incertitudes. Autrement, un tableur Excel suffirait. Eh bien, faire des choix, c'est aussi après les assumer. C'est-à-dire en être responsable. Et faire des choix, on peut les faire comme ça, en fonction d'un certain nombre de critères, ou intégrer aussi des critères éthiques, des valeurs, comme la solidarité. Une fois que l'on sait que dans le monde, les interdépendances sont nombreuses et à toutes les échelles, on peut choisir de les subir ou de les vivre comme des valeurs, en termes de solidarité. Et là, de plein pied, on est dans l'éducation, mais vous voyez, dans un corpus éducatif qui est le moins idéologique possible, en quelque sorte. Donc, éduquer au choix, et non pas inculquer des choix, non pas enseigner des choix. On n'est pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais aider chacun à faire ses choix, en sachant que l'on ne donne que quelques éléments qui doivent être complétés par d'autres approches. Et en même temps, faire apprendre à agir et non pas inculquer des comportements, avec des ambiguïtés dont on peut discuter très longtemps quand on passe à l'application aux établissements en démarche de développement durable, parce que ce n'est pas si facile que ça. Alors, les outils de base de l'EDD, les enseignements disciplinaires, les croisements des disciplines, les projets. En gros, les projets, pourquoi? Bien parce que c'est mettre les élèves en position de décider, de confronter leurs idées et d'agir pour de vrai. C'est ça l'intérêt du projet.
au lieu de rester à l'extérieur, de mettre en situation de, même si c'est un modèle réduit. Et puis un cadre privilégié qui est l'établissement ou l'école, qui est à la fois un lieu de développement durable, en tant que lieu de vie, et pas seulement pour composter les déchets, ou composter ou trier les déchets. Ça dépasse largement ce cadre-là, qui est acteur du développement durable dans son territoire, et plus encore qu'en étant un lieu d'enseignement et d'éducation, et qui est aussi un lieu d'éducation et de développement durable. Alors, qu'attendre de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre? Je passerai évidemment plus vite sur certaines diapositives, mais vous aurez un PDF qui vous permettra peut-être de reprendre, donc je vais être obligé de couper au fur et à mesure pour aller à l'essentiel. En 3 temps, les contenus scientifiques, la formation, les capacités, les aspects savoir-faire, disons en quelque sorte, et les aspects attitudes. Sur les contenus scientifiques, je ne pense pas avoir à vous convaincre que les SVT sont capables, doivent mettre en place un certain nombre d'éléments scientifiques qui sont incontournables pour prendre des décisions dans une stratégie de développement durable. C'est une classification sommaire. Il y a pour moi l'aspect ressources, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, de l'énergie, la santé si l'on veut, mais les ressources de la planète, énergie, matière. Mais l'intérêt, c'est que le mot ressources, c'est déjà un mot de l'homme. En soi, c'est un terme de développement durable. On ne peut pas s'interroger dans un cours de 5e, par exemple, sur les ressources, l'utilisation des ressources géologiques, sans se dire avant, mais qu'est-ce que c'est qu'une ressource et pourquoi je l'utilise? Et rien que le fait de poser la question de ce qu'est une ressource, on rentre dans la démarche de développement durable. Alors que souvent, il faut être clair, en classe, on rentre directement par l'objet géologique, ce qui en soi n'a pas de sens, si on se pose la question des ressources. Donc, l'idée, une fois qu'on l'a en tête, c'est d'essayer de construire son cheminement ou de prévoir sa stratégie d'enseignement de façon à établir tout à fait naturellement le lien entre la science que l'on construit pour répondre à une question et justement mettre en place ces connaissances qui peuvent être utiles à comprendre ce qu'est une ressource épuisable ou non. Les ressources, deuxième aspect, qui est absolument essentiel, ce sont les contraintes. C'est-à-dire que là, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire qu'on est là pour dire scientifiquement, il y a des choses que l'on ne peut pas faire si l'on veut que le développement soit durable. Et il faut le dire de façon ferme, nette, argumentée. C'est-à-dire que ces contraintes, ce sont celles qui sont, par exemple, j'ai certainement pas fait le tour de la question, tout ce qui est résilience des systèmes, des écosystèmes, et les enjeux de cette résilience. Il est hors de question de tomber dans la nostalgie, disons, gardons les choses comme elles sont ou revenons à un état zéro illusoire. Ce n'est pas du tout ça. C'est que ce que l'on déplace comme état d'équilibre d'un écosystème peut avoir des conséquences. Quelles sont ces conséquences? Quels sont les enjeux? On n'est pas pour faire dans l'affect, mais bien pour donner de la science là-dessus. Expliquer les durées aussi de résilience. De même pour la biodiversité. La biodiversité, qui est vraiment, vous aurez une conférence cet après-midi, vraiment a des enjeux énormes, parce qu'elle est perçue souvent de façon caricaturale comme la somme de la diversité des espèces. Ce qui est une aberration. C'est bien les interrelations entre les êtres vivants, c'est encore toute cette complexité. La biodiversité, en soi, a une valeur. Il y a des enjeux à l'évolution de biodiversité. Il y a donc des choix à faire. Et c'est cela qu'il faut construire scientifiquement. Mais si on dit préserver la biodiversité en soi, bon, ben d'accord, c'est intellectuel, c'est joli, c'est sympathique. Mais notre travail, c'est quand même bien aussi d'être réaliste, puisque nous adressons à des élèves qui ensuite vont irriguer la société dans des domaines extrêmement différents. Les futurs politiques, les futurs journalistes, et les futurs ingénieurs et les futurs ouvriers, qui aussi prendront en compte ces éléments-là ou jardiniers, dans leur pratique quotidienne. Quel que soit le niveau, quelle que soit la direction, on doit donner les éléments de base sur ces éléments-là. Et puis, bien sûr, tout ce qui est interrelation. Donc, on ne perd pas notre science en la problématisant, en la contextualisant et en disant à quoi cela sert de savoir. Et puis, il y a ces thèmes que je ne réussis pas à classer, la santé et les risques, qui sont des thèmes majeurs pour nous, évidemment. Mais la santé, vu son ordre de développement durable, ce n'est pas la maladie. Alors, on ne réussit pas à se mettre d'accord sur les mots, mais c'est une approche positive de la santé, et globale. Et les risques, on peut les voir aussi sur la santé, mais l'approche des risques, nous avons une contribution à apporter sur la connaissance du risque.
Et justement, c'est là que l'approche scientifique que l'on peut construire est fondamentale et peut alimenter ensuite l'approche du risque. Quand je pense par des risques naturels, par exemple, l'approche des géographes, des sociologues, de tous les aménageurs. Alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que ces thèmes sont présents? Vous êtes formateur, vous avez lu les programmes, donc je passe vite. Oui, c'est mentionné dans les programmes de collège, c'est mentionné dans les paragraphes introductifs. Vous savez, les chapeaux qu'on dit pratiquement jamais, hein, alors qu'on regarde beaucoup les 3 colonnes, et puis qu'on essaye de faire une sorte de saut d'obstacle dans le cours pour avoir à peu près tout traité. Donc, je dirais, la première chose à faire, c'est lisez les chapeaux, vous êtes formateur, faites analyser les chapeaux de programme ou les chapeaux de paragraphes par vos étudiants, comme nous demandons aux professeurs de le faire. Ça, c'est essentiel. Et après, ils trouveront le sens. Le reste, c'est la technique, ça se décline, c'est les points de passage. C'est pas difficile. Le chapeau, c'est ce qui donne le sens, et ce qui est d'un niveau supérieur. C'est dans le chapeau, c'est dans les programmes, même si ce n'est pas redit dans les paragraphes. Ensuite, il y a des points de programme avec des contenus identifiés, des objectifs. Souvent d'ailleurs, vous verrez en collège, c'est associé à la diversification pédagogique. Hein, c'est là qu'on commence à brouiller un peu les cartes et à ne plus réussir à avancer de façon linéaire. Et puis, n'oubliez pas qu'au collège, il y a un thème de convergence qui s'appelle développement durable, bon, à regarder de près. Et puis je vous invite aussi, sans développer, à réfléchir, parce que là j'en ai encore pour 45 minutes si je développe, à réfléchir au lien avec tous les autres thèmes de convergence, comme représentation statistique du monde, que les matheux adorent, et nous aussi, justement, dans l'objectif développement durable. Mais tout ce qui est météo, énergie, etc., ces thèmes-là, vous pouvez les aborder sur des thèmes relevant de l'éducation, du développement durable, ou tout simplement du développement durable. Bon, quelques points d'ancrage. En 6e, par exemple, il convient de préparer les élèves à adopter une attitude raisonnée et responsable. J'ai vu ça tout. En cohérence avec le projet d'éducation à l'environnement vers le développement durable. Le E d'environnement a disparu. Bon, c'est pas grave, c'est dans le développement durable. Bon. Voilà. Donc, comment repérer les mots du programme qui nous permettent de dire oui, je peux réfléchir à une entrée de type développement durable. Si vous voyez le mot homme ou action de l'homme, ça veut dire qu'obligatoirement, on ne peut pas envisager un chapitre dans lequel il y a marqué action de l'homme sans se placer dans la perspective de développement durable. Ou bien on se met dans l'affect, etc., on se met en marge. Bon. Donc, premier point de repère. Quand on voit le mot environnement, en le prenant de façon évidemment globale, et à chaque fois qu'on voit un mot-clé qui est production, gestion, aménagement, etc. Parce qu'évidemment, on est dans le projet humain. On est dans le développement. Donc, dès qu'on repère ces mots-là dans un programme, tilt, on allume un clignotant. Hein, j'essaye d'être concret. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile d'identifier dans un programme, même si ce n'est pas dit, les points sur lesquels on doit faire une entrée EDV. Dans les programmes de lycée, dans les programmes anciens, on peut l'introduire. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, vous allez voir, vous comprendrez ma calvitie. Bon, dans les nouveaux programmes, c'est complètement affiché, puisque vous avez vu une structuration transversale de la discipline entre le fonctionnement de la planète Terre, son histoire et l'évolution de la vie, les enjeux planétaires contemporains et la santé. Dans le corps et la santé, on n'est pas forcément dehors. Mais les enjeux planétaires contemporains. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis développement durable dans le titre? Est-ce que le développement est l'objet d'études des SVT? Quand on parle du développement de la grenouille ou du criquet, oui. Mais nous ne sommes pas ceux qui étudions le développement en tant que tel dans notre discipline. Bon. On a le droit d'en parler, on a le droit de s'interroger dessus, on a même le devoir d'établir les ponts. Mais ce n'est pas nous qui étudions le développement humain. Par contre, quand on met les enjeux planétaires contemporains, on marque nettement la volonté d'ancrer notre enseignement scientifique ou d'ouvrir notre enseignement scientifique sur ces enjeux, sur le développement, etc. D'accord? Vous comprenez pourquoi c'est pas mis, mais pourquoi c'est mis quand même? C'est honnête, au moins. Donc, alors, puisqu'on m'a dit les attentes de l'institution, voilà, allons-y. Les programmes actuels des SVT exigent que l'on aborde certains points dans une perspective de développement durable. Je dirais, il n'y a pas photo. Vous préparez des étudiants pour des concours. Je peux vous garantir qu'à l'oral de l'agrégation à terme, la perspective est attendue, et si elle ne sort pas de façon volontaire, puisque ces concours ont un peu une fonction de pilotage, eh bien, ça sortira sous forme de questions. Hein. C'est obligatoire. Vous verrez qu'il y a peut-être d'autres endroits où ça pourra sortir, d'autres concours, de façon plus insidieuse. Alors,
Maintenant, bon, c'est bien gentil de dire il faut faire, d'accord, mais comment faire? Il est évident que je ne vais pas vous donner des leçons. C'est aberrant. Par contre, je vais essayer de développer une ou deux idées, comme ça au passage, simplement, je l'ai fait avec la forêt, pour dire, voilà, des exemples d'entrée. Donc l'idée pour moi, c'est déjà de problématiser. Il me semble qu'une erreur énorme, c'est de garder ça comme appendice à la fin, vous savez, extension ou application. C'est l'horreur. Un petit encart dans un livre, hop, développement durable, et on aligne un clignotant. C'est pas du tout ça. C'est une démarche, un état d'esprit, c'est une façon de raisonner. C'est une véritable formation. Donc ça doit être intégré. Donc c'est de la problématique. Ensuite, c'est relier explicitement les conduites scientifiques et les actions de l'homme. C'est-à-dire, on ne fait pas dans le filigrane ou le sous-entendu. Ça doit être clair, ça doit être dit, de façon à ce que nos collègues des autres disciplines puissent le récupérer. Et on en discute avec eux en amont pour savoir comment on peut le mieux possible leur passer le témoin. Ensuite, pour faire comprendre les effets passés, les évolutions possibles, les enjeux, les impacts possibles sur le développement humain, y compris les incertitudes, je développerai. L'idée, c'est d'éclairer le citoyen. Je vous donne un exemple. Mayotte 2008, un vécu profond. Je m'assois dans une classe de 4e avec les petits Mahorais qui parlent français à partir de 7 h du matin et jusqu'à 4 h de l'après-midi et qui sont chez l'imam le matin à 5 h pour lire le Coran. Je ne critique pas le Coran, c'est simplement culturellement, vous voyez la juxtaposition. Hein. Bon. Le professeur écrit au tableau, l'eau modèle les paysages. Quelle est d'après vous la réaction des gamins face à ce titre? Ils sont enchantés. Ils se disent « Ah, chic, je veux enfin savoir comment l'eau modèle les paysages. » Bon, évidemment, dans la classe, calme plat, dodo. Animation pédagogique, etc. 2 jours après, il y a un professeur qui me dit ben, avec ce que vous avez dit l'autre jour, voilà ce que je tente. Il les amène au bout de du champ du collège, leur disant tiens, il n'y a plus l'autre jour, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, il y a la maison de mon tonton qui est partie. Oh ben non, moi ça a tenu, c'est vrai, il y a le jardin. Ah, où ça se situe? Hein, c'est à quel endroit? Pourquoi est-ce que ça a bougé là et pas là? On voit les différents paysages de Mayotte. On reva sur la carte géologique, on s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes roches, et on fait de la géole. Ça y est, on a l'action de l'eau sur les paysages, elle est construite, et puis après on revient à la question de départ, en disant, ben non, où est-ce qu'on va construire? On analyse le risque, on prend le PPR. Voilà, ça c'est une démarche de développement durable. On a fait le programme, tout le programme, plus que le programme. On a construit dans l'état d'esprit. Il y a d'autres départs possibles, on peut très bien partir d'un PPR dans une région. Pourquoi pas? Partir d'un plan de prévention des risques. Et d'analyser pourquoi est-on fait ça comme ceci, comme cela, qu'est-ce qui a pu conduire à gérer. Et là, on est sur une question concrète, et je vous garantis que les gamins, la première heure de cours, ça les a complètement accrochés. Alors, non seulement on fait de la science, on forme, mais en plus, ça accroche. C'est à se demander pourquoi on ne le fait pas plus et plus tôt. Je vais passer sur cette diapositive-là, qui est beaucoup trop longue, mais il y a un point qui me semble essentiel, c'est dans l'analyse du risque, d'avoir une analyse rigoureuse. L'expérience de concours ou d'observation en classe, c'est jamais bien fait. Il y a un vocabulaire tout simple. On analyse des aléas. On analyse des enjeux. Et les enjeux, c'est soit le domaine du géographe, soit le nôtre. Il y a des enjeux pour la biodiversité, etc. Donc il y a des enjeux peuvent être aussi des enjeux géologiques ou sur le biologique. Le croisement des deux, c'est un risque. On étudie la vulnérabilité, les façons de faire de la prévention, de la précaution, etc. Mais il y a cette rigueur d'analyse entre aléas et enjeux qu'on ne voit jamais utiliser, alors que c'est un outil de clarification extrêmement puissant. Donc, vous retrouverez cette diapo, vous verrez qu'en plus, elle peut mener à la transversalité. Et qu'en même temps, elle peut permettre d'agir quand on croise cette action-là avec un plan particulier de mise en sûreté d'un établissement. Donc là, je vous ai montré une très facile. C'était quand même une belle porte ouverte. Mayotte, c'est pas compliqué. Maintenant, je vous en montre une qui est un petit peu plus tirée par les cheveux, mais que j'ai vu mise en œuvre. Voilà. Texte de l'OMS. Première. Le diabète est une maladie. Ok, santé. Fréquente, bizarre, une épidémie alors que ce n'est pas microbien. Coûteuse, question économique. Dans les pays en développement et les minorités désavantagées, aspect sociologique. On peut lutter à condition de connaître les facteurs de risque, tiens, on retrouve le mot risque, et on peut en prévenir, en maîtriser l'évolution, on peut y faire quelque chose, on peut agir. Vous voyez que dans ce texte de l'OMS, les petits ingrédients tout à l'heure développement durable, ils y sont. Eh bien, on rentre dans le diabète comme ça, je vous déroule très rapidement une possibilité. On pose cette question, comprendre les enjeux du diabète. Alors, un début par exemple épidémiologique, qui nous amène à comprendre que les fonctionnements normaux, on fait de la bio pure et dure, de la boucle de régulation. Là, on ne regarde plus le développement durable, hein, plus du tout. On arrive à la fin,
Et on comprend qu'on a un aléa qui est lié à la fois au génotype et puis au mode de vie, donc on peut agir dessus, qu'il y a des enjeux individuels, il y a un risque aléa-enjeu. Il y a un risque individuel pour la santé, on est responsable de la décision qu'on prend par rapport à cet aléa. D'accord? Maintenant, quand on reprend le texte de l'OMS, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux collectifs, qu'on est solidaire, dans un système de santé solidaire, et que par conséquent, s'il y a des enjeux collectifs, c'est aussi un enjeu de développement. Donc, alors là, on ne dit pas développement durable, on se tait, surtout. Mais si vous voulez, le fait d'amorcer la démarche comme ça, et sans le dire, c'est aussi montrer que cette dynamique de réflexion, d'ouverture, elle peut se pratiquer comme ça. Elle est partout. Donc, et puis on peut compléter avec des actions sur l'établissement et de CJS avec d'autres disciplines. Enfin, vous voyez, il y a plein d'ouvertures possibles. Alors, dans les programmes, au collège, engagement tenu, en plus c'est inscrit dans le marbre du socle, puisque vous avez vu qu'il y a un domaine de validation, mobiliser des connaissances pour comprendre des questions liées à l'environnement et au développement durable. C'est dans le socle. Donc là, c'est du béton. Enfin, c'est du marbre. Bon, au lycée, engagement tenu. Vous avez également, dans toutes les disciplines, géographie, le programme de seconde, comme c'était en 5e pour le collège, je passe. Un véritable fil rouge. Je passe. Premier S, nourrir les hommes, le défi énergétique. Attendez, le titre, c'est le défi énergétique. Donc on est bien sur une question de développement durable. Si on ne contextualise pas d'abord en termes de défi, qu'est-ce que c'est qu'un défi? Si on ne part pas de là, tout ce qu'on construit après n'a pas de sens. Nourrir les hommes, la tectonique des plaques au service des besoins humains. Voilà, un exemple de point de départ. Vous comparez l'utilisation et les lieux d'exportation. Où est le problème? Pourquoi diable, n'est-ce pas, n'y a-t-il pas du pétrole là où on l'utilise? Bon, je passe, vous connaissez, je vous laisse aller sur ces points-là. Et enfin, il y a un point sur lequel je voudrais venir, parce que ça c'est pas écrit, c'est qu'il faut établir, il n'y a pas de cloisonnement entre ces éléments-là. Regardez par exemple le programme de seconde. La partie, je vais dire science pure, au départ, hein, l'évolution de la vie. Bon, on est sur l'évolution. Mais l'évolution, diversité, unité, diversité du vivant. Dans diversité, on a l'explication de l'origine de la diversité. Donc on a une construction sur la biodiversité. Mais quand on est dans le sol après, avec nourrir les hommes, il y a de la biodiversité du sol et on sait en quoi la biodiversité du sol est importante. Vous avez un service écologique énorme, je ne détaille pas. Mais vous pouvez relier ensuite cette biodiversité dans le sol à l'évolution. Et c'est ça qui va justement vous permettre d'aborder scientifiquement les questions de résilience. Qu'est-ce qui se passe quand je touche à la biodiversité du sol? Quelles sont les conséquences pour la production? Combien de temps ça met à se rétablir? Et c'est cet enchaînement des questions qui peut renseigner le gestionnaire ou responsabiliser ceux qui prennent des décisions sur les sols et la gestion du sol ou l'agriculture. Donc décloisonner et expliciter les liens. On n'a pas fait des cases pour qu'on refasse des cloisons étanches. Ce sont des guides de raisonnement, il ne faut pas hésiter à tout exploser. Ensuite, à un niveau donné, faire des synthèses. Biodiversité, pour moi en seconde, il faut faire une synthèse. Ce n'est pas écrit dans le programme. Il faut aussi apprendre aux professeurs qu'ils ont de l'autonomie d'initiative et que c'est pour ça et qu'ils doivent l'utiliser. Ah, c'est pas mis dans le programme. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, on le fait. Ça prend combien de temps? Pas grand-chose si on s'organise bien avant. Si on le construit en sachant qu'on va faire une synthèse. C'est tout. Et c'est une énorme plus-value. Et puis, cohérence verticale, je passe, mais la biodiversité se construit de la 6e à la terminale, tranquillement. Et je pense qu'à tous les paliers, il faut faire des synthèses. Il faut empiler les briques et montrer en quoi la brique qu'on vient de construire s'articule sur les précédents. Il faut faire des poids. Ce n'est pas marqué dans les programmes non plus. Donc là, voilà, il faut essayer de libérer aussi un peu vos étudiants ou les professeurs pour qu'ils prennent des initiatives et qu'ils fassent des choses intelligentes. Les thèmes majeurs pour concevoir sont explicitement présents dans les programmes. Il est attendu que ces points soient traités dans une perspective de développement durable. C'est mis dans les programmes. La démarche scientifique. Alors, quels sont les enjeux? On est sur un thème ouvert à controverse. On est sur un thème qui, souvent, dans les médias, est traité de façon dogmatique, partisane, idéologique, prosélyte, tout ce que vous voulez, souvent caricaturale, et même sans mauvaise foi, dans une ignorance profonde de ce qu'est la démarche scientifique, une ignorance qui est lourde de conséquences. Bon, en particulier, voilà une série de mots-clés sur lesquels je vais revenir.
je ne récite pas être linéaire dans cet exposé, incertitude, détermination, prévision, prédiction, prévention, précaution, qui sont des mots-clés. Mais voilà le genre de phrase qui ne devrait plus s'entendre. Les scientifiques ne sont même pas sûrs que. Le scepticisme ordinaire. Donc, comme on n'est pas sûr que, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'agit pas. Ou bien au contraire, comme on ne sait pas ce que c'est qu'un risque et ce que c'est que l'indétermination, on ne veut pas agir tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de danger. Or, on n'est jamais sûr. Il y a des incertitudes, il faut donc apprendre à agir malgré cela. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que les scientifiques ne sont même pas sûrs que. C'est le cœur même de la science que de ne pas être sûr. C'est donc là qu'il faut vraiment faire de l'épistémologie. Or là, je ne sais pas avec quel dosage, avec quel degré d'explicitation en fonction des niveaux. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire sans, sinon on passe à côté de la cible. Il faut apprendre en science qu'il y a la rigueur des raisonnements, que c'est le va-et-vient entre le fait et l'idée qui se construit, mais que la force de la science, c'est la remise en question. Et donc, pas de vérité scientifique. C'est très déstabilisant. Mais oui, je le reconnais, c'est très déstabilisant. Mais si on fait croire que la science dit les vérités, on ment. Et en plus, on va à l'encontre de ce que l'on veut faire. Donc, comment rétablir ça? Eh bien, il faut quand même bien faire comprendre que la science a certainement, j'ai mis consensus, je sais que le mot n'est pas bon, mais a des consensus sur des états de stabilité des connaissances qui sont suffisamment robustes pour qu'on puisse prendre appui dessus. Robustes à 5 ou 10% d'incertitude près. Et puis à partir de là, on agit. Et puis si la science remet en question, eh bien on modifie. Et puis c'est tout. Et c'est ça l'adaptabilité. Donc, à quel dosage? Avec quel dosage? Certainement un dosage différent dans le premier degré, en collège et en lycée, mais on n'a pas le droit de ne pas le faire. Cet argument, les scientifiques ne sont même pas sûrs que, est irrecevable. Épistémologiquement irrecevable. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Je pense en même temps que les principes de précaution et de prévention doivent être présentés comme des principes d'action et non pas des principes d'inaction. Et ça, c'est fondamental. J'agis parce que je sais qu'il y a un risque, j'évalue le risque et je prends une attitude proportionnée aux enjeux, etc. Et c'est justement notre travail de scientifique, par exemple sur la biodiversité, le réchauffement climatique, etc., de dire voilà quelle est la proportion des enjeux. Donc voilà comment nous le lisons. Après, vous êtes citoyen, vous êtes responsable, vous décidez avec les autres éléments que vous avez. Mais donc, pour nous, mais il faut agir de toute façon, puisque ne pas agir, c'est déjà agir. Il n'y a pas de possibilité d'inaction en soi. Donc, pour moi, c'est fondamental. C'est la façon d'enseigner qui doit absolument être construite pour respecter cela. Et puis, une autre phrase que je trouve aussi complètement terrible, c'est on trouvera bien le moyen. En gros, l'humanité s'en est toujours sortie, on a toujours trouvé des solutions. Alors là, par contre, on est vraiment dans l'imprévisible ou l'imprédictible. On est pratiquement dans une sorte de magie. Ben, oui, on trouvera peut-être des solutions, elles sont peut-être plus ou moins bonnes, on s'adaptera plus ou moins bien. Bon, il y a des gens qui disent même que l'humanité, on s'en tirera avec ou sans l'humanité, vous savez, la théorie Gaïa, bon, ben, pourquoi pas. Mais je trouve que là, il y a une confusion caricaturale entre la science et la technologie et cet aspect justement prédictif. Donc, on prend des décisions dans le présent, en fonction du présent, avec des éléments que l'on a en main, et puis si dans l'avenir il faut remettre en cause et reprendre la décision, ben on la reprend, et puis c'est tout. Et on ne regrette pas, on ne se flagelle pas, on ne se culpabilise pas. Donc pour cela, à mon avis, on n'a pas le choix, il faut un enseignement dogmatique. C'est un enseignement dogmatique, excusez-moi, lapsus. Il ne faut surtout pas un enseignement dogmatique. Un enseignement dogmatique, c'est complètement incompatible avec tout ça. Non mais la diapo dans le coin, puis on s'enflamme, et puis voilà, c'est bon. Tout sauf un enseignement dogmatique, c'est une évidence. Il faut faire réfléchir, il faut faire agir, il faut faire discuter, il faut faire pratiquer la science de nuit. Je n'ai pas le temps de développer cette phrase de Jacob. C'est pas l'oérique. Hein, l'oérique, paf, avec des rails de pensée comme ça. Non, c'est au contraire, c'est j'agis, je rétroagis, je me trompe, je réessaye, etc. C'est de la science de nuit qu'il faut leur faire. C'est avec la science de nuit qu'on voit ce que c'est que l'incertitude, ce que c'est que l'indétermination. C'est pas avec une démarche hypothético-déductive complètement encadrée. C'est en laissant vivre l'imagination et en structurant, évidemment. Hein, il ne faut pas non plus tout balancer et laisser faire n'importe comment, mais on réorganise, on aide à organiser. Voilà. Mais je crois que c'est cette science-là qu'il faut faire vivre. Donc les objectifs méthodologiques ou éducatifs ne sont pas des plus, ils sont centraux, intégrés. C'est dans l'esprit du programme et du socle. Des questions d'éthique. Je vois le temps passer, il me reste 7 minutes. C'est à peu près 7 minutes. Bon,
Question d'éthique, regardez ce dessin. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas en voie de disparition, dit-on au petit manchot sympathique. La mauvaise nouvelle, c'est que nous non plus. Vous vous rendez compte des implicites derrière ce dessin? Derrière ce dessin, ça, le petit manchot, bon, c'est la biodiversité réduite au manchot aux espèces emblématiques. C'est l'industrie qui n'est prise que polluante, c'est l'homme qui détruit la nature. Il détruit tellement la nature qu'on se fiche de l'homme. Éthiquement, vous trouvez ça comment? Bon, donc je ne développerai pas, mais il me semble que de toute façon, dans le développement durable, un professeur, quand il enseigne, se pose des questions d'éthique, parce qu'il enseigne comme un fonctionnaire éthique et responsable. Ça ne m'étonnerait pas que dans certains concours, des sujets, je sais pas, c'est comme, je ne sais, c'est pas un délit d'informer, c'est juste une réflexion. Je dis, si j'étais dans ces concours-là, j'introduirais, à partir de questions qui impliquent de parler de développement durable, des questionnements d'éthique. Donc, conséquences pédagogiques, faire agir les élèves, il n'y a qu'en les faisant agir qu'on peut les amener à remettre en question leur propre représentation, prendre conscience des incertitudes, etc. Et une autre chose, pédagogiquement, c'est prendre conscience que le terme de projet, sur lequel on peut discuter pendant des heures, sur qu'est-ce que c'est qu'une démarche de projet, on s'en fiche, si on laisse faire les élèves, si on les organise un petit peu, si on essaye de s'améliorer, si à ce va-et-vient, cette initiative, un peu de travail en équipe. De toute façon, on est dans l'idée de projet, l'idée d'autonomie. Ça peut être 10 minutes ou 20 minutes pendant un TP, ça peut être pendant un enseignement d'exploration, ça peut être dans le cadre d'un projet, dans un atelier scientifique. Je ne fais pas de différence dans tout ça, il y a seulement des différences d'échelle. Et l'important, me semble-t-il, c'est d'essayer de faire converger cet état d'esprit, de profiter des expériences de tous ces éléments-là. Diversifier les façons de faire vivre la diversité, les TP mosaïques, les travaux sous dossier, les débats. Voilà. L'important, c'est les débats, c'est entre autres le moyen pour les élèves de comprendre les jeux d'acteurs dans le développement durable. Et de le faire aussi dans le cadre de la science, et d'apprendre à débattre, à échanger, à écouter. Pour le professeur, éthique et responsable, c'est une autre attitude professionnelle. C'est l'attitude de celui qui gère le débat, qui apprend à écouter. Un exemple que j'adore, celui de la Révolution verte. Une collègue a fait partir ses élèves de la question suivante dans le Conseil général, c'était de la Drôme. Le Conseil général soutient à la fois l'agriculture productiviste et le bio. C'est quand même pas mal. Nom d'un chien alors qu'il y a les gentils et les méchants. Ben non. On analyse le tout. On prend l'origine de la Révolution verte, l'après-guerre, où on avait l'énergie et les intrants, la matière, à notre disposition. On n'avait pas toutes les données sur la communication, la présence de la biodiversité qu'on a actuellement. Il fallait nourrir les hommes, on a fait avec ce qu'on avait. Il faut sortir de la culpabilité. Nos grands-parents n'étaient pas des sagouins qui ont pollué la planète. Maintenant, on sait autre chose. Comment peut-on réfléchir différemment? Voilà, si vous voulez, une façon aussi. Et comment le fait-on? Eh bien, vous faites faire ça en 6e. Vous faites faire 3 dossiers à 3 équipes de gamins. Une sur l'agriculture raisonnée, une sur l'agriculture bio, une sur l'agriculture productiviste, et vous les faites débattre. Et je vous garantis que ça marche tout seul. Et cette partie, je ne comprends pas en 6e sur la production, c'est du développement durable. Je ne comprends pas qu'on continue à traiter de la vache ou du champ de blé, enfin, quoi, sans prendre cette approche beaucoup plus globale. S'ouvrir sur les autres disciplines, je ne développe pas, en utilisant tout ce qui est à portée de main, les thèmes de convergence, les TPE, les enseignements d'exploration, le CJS. Vous reprenez la liste. Articuler enseignement et projet, c'est ce qui est plus difficile. Là, je rejoins un petit peu le 3D, l'établissement des démarches de développement durable, dont on a dit c'est un lieu de développement durable, c'est un lieu de vie où on a des actions de type développement durable, autour de l'eau, de l'énergie, des déchets, tout ce que vous voulez, mais en conscience et pas comme des rats de laboratoire. Hein, pas de façon complètement imposée. Il faut qu'il y ait une dimension éducative et que ce soit bien intégré. Comment l'intégrer? Eh bien justement en la reliant à d'autres projets, en la reliant aux contraintes du territoire, en la reliant aux enseignements. Et puis c'est tout. Donc c'est cette articulation qui est importante. Articuler les enseignements avec ce qui se fait globalement. Et puis choisir le niveau auquel on traite cela, de façon à ce que ce soit en cohérence avec le programme. Et on fait une énorme économie de temps. Et en même temps, on donne à l'extérieur de la classe le moyen de réinvestir, d'agir en fonction de ce que l'on a appris dans le cours. Bon, je passe, vous voyez en gros le système. La dimension éducative, écoutez, pour moi, elle se construit en même temps. Il n'y a pas à dire, je fais aujourd'hui de l'éducation. Si on problématise, si on fait agir les élèves, la façon dont on le fait mettre en œuvre, la dimension éducative se construit en même temps. Et elle est dans les programmes. Point 7 du socle. C'est le programme, le socle. Point 7 du socle. Attitude, conscience de la nécessité de s'impliquer. Le lien avec les projets, enseignement projet. Conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et sur ses choix.
Quand même, dans un débat, une discussion, c'est pas inintéressant. Initiative, apprendre à passer des idées aux actes. Hein, c'est vaincre l'acratia, comme disait Aristote, je crois. Vous connaissez l'acratia, non? Vous allez voir, le grec, c'est une langue très concise. Hein, parce que en traduction française, l'acratia, on dit des fois l'acrasie, ça n'explique rien, c'est faire ce que l'on sait que l'on ne devrait pas faire, ou ne pas faire ce que l'on sait que l'on devrait faire. Ben oui, passer des idées aux actes, c'est décider, et puis en même temps, un petit peu des fois à compte. Bon. Donc, et puis se préparer à ces vies de citoyen, on est bien là dans les deux piliers complètement éducatifs, entre en quelque sorte du socle. Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique. Il est évident qu'en rentre sur ces sujets-là, on est en plein dans le jugement et l'esprit critique. Évaluer la part de subjectivité et de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage. 2 minutes. D'un reportage, c'est identifier les acteurs au nom de qui ils parlent, etc. Et on peut le faire en classe, c'est de l'éducation aux médias. Distinguer un argument rationnel d'un argument d'autorité, c'est quand même très très intéressant. Être éduqué aux médias, avoir conscience de leur place, de leur influence dans la société. Voilà, évaluer les conséquences de ces actes, règles de sécurité, je pensais, précaution, prévention. Volonté de résoudre pacifiquement les conflits. Parler, s'écouter, sens de responsabilité, etc. Bilan. 1 sur 3. Intégrer la dimension d'aider dans les enseignements, c'est plus qu'une nécessité, c'est un devoir. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a des tas de raisons de le faire, ça j'espère vous avoir convaincu, parce que ça me semble quand même plus intéressant que vous repartiez avec l'idée que c'est un petit peu nécessaire, plutôt que de vous dire, bon, je mets le doigt sur le cuir du pantalon et j'obéis, parce que ça c'est pas amusant du tout. Et puis c'est complètement naturel, parce que les objectifs se rejoignent, ceux de la discipline, et puis ces objectifs de formation du citoyen. 2. La dimension éducative est intégrée dans les programmes, avec des mots-clés comme ceux de la santé, savoir, vouloir, agir. Notre travail, c'est d'outiller, d'ouvrir et d'éduquer. Et on fait tout ça ensemble. 3. Si le DD est intégré dans les programmes, si la volonté d'éduquer est intégrée dans les programmes, alors, est-ce que le DD existe encore? Excusez-moi, c'est presque une provocation, mais je me demande, je suis en train de me demander, voilà, je le fais en public pour la première fois devant vous, je suis en train de me demander s'il y a encore une véritable raison de faire de l'EDD quelque chose de marginal. Certainement pas. C'est de toute façon, mais ça ne l'a jamais été, ça a toujours été un élément fédérateur. Je crois que c'est de là que l'erreur est venue. Si ça n'est pas rentré autant en action, c'est peut-être parce que justement, on n'a pas eu conscience à quel point c'était intégré. Pour moi, on a le devoir d'essayer, le droit de se tromper, de se planter, mais il faut essayer. Je crois aussi qu'on a le devoir d'avancer. Je parle devant des didacticiens, et je sais qu'en didactique, on aime bien réfléchir et peaufiner les choses. C'est très bien, mais je crois qu'il faut le faire en avançant. C'est-à-dire que, bon, on le sait avec certains d'entre vous avec qui j'ai travaillé, mais on n'a pas le temps de réfléchir à la question avant d'agir. Il faut agir et en même temps on regarde ce qui se passe et puis on améliore au fur et à mesure. On a le devoir de le faire en sciences de la vie et de la terre, pas pour défendre un précaré, c'est pas du tout ça. Hein. C'est simplement parce que ce que l'on a à enseigner, nous seuls, je pense, avons les situations, les contextes et les problématiques qui permettent de le faire passer d'une façon véritablement active, vivante et intégrée pour contribuer, hein, pas pour exercer une hégémonie, à l'éducation et au développement durable. Je vous remercie. Enseignant ici en SVT et donc en développement durable. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé, il y a des parties très intéressantes. Je voulais simplement baser sur des données up-to-date en neurosciences, notamment du scientifique qui s'appelle Damasio, états-unien. Je voulais que vous nous expliquiez comment on peut développer son sens de la responsabilité sans avoir en même temps une dimension affective. C'est une question? Non, c'est peut-être à oui. des discussions ensemble, oui. Je vous ai vu tellement joyeux pendant cette exposé. Mais c'est la place de l'affect dans tout cela que vous questionnez. Oui. Mais vous m'obligez à nuancer, évidemment, vous m'obligez à nuancer. Il est évident que ce qui est critiqué et ce qui nous a amené, mon collègue Michel Henel et moi-même, à
avoir cette vigueur sur la dimension de l'affect, c'est de voir les présentations caricaturales, par exemple de la biodiversité, où on est uniquement dans la pauvre petite bébête, etc. Enfin, vous voyez, c'est cette dimension-là. Et puis la dimension culpabilisante. Voilà. Je crois que ce sont deux jeux sur l'affect qui bloquent le raisonnement. Voilà. Maintenant, il est évident que dans ce que je trouve intéressant dans le développement durable, de raconter l'histoire de Mayotte, c'est qu'en plus, ça peut être dans la classe une composante de plaisir. Alors, je ne sais pas si le plaisir, c'est dans l'affect ou pas, mais il est évident que la composante de plaisir, l'intérêt, tout ça, c'est fondamental. Bon. D'autre part, je crois que dans la dimension développement durable, personne n'a nié totalement la place personne ne nie la place de l'affect. En biodiversité, il y a ce qu'on appelle la valeur de legs. Et on dit une espèce emblématique où je tiens à conserver cette espèce-là parce qu'elle me plaît, parce qu'elle appartient à ma culture, et que ça me fait plaisir de la voir là où elle est. Donc là, on n'a pas à nier cette part de l'affect. On n'a pas, je pense, à se transformer en robot complètement désincarné. On a le droit de jubiler devant un paysage, mais avec un sens du beau qui n'est pas forcément le même dans tous les pays, dans tous les endroits ou pour toutes les personnes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre remarque. Bonjour, Patricia Crétin, je suis formatrice à l'UFM de Franche-Comté. Par rapport à votre intervention, je me questionne beaucoup par rapport à... avez-vous conscience... les enseignants de SVT ont-ils conscience de la liberté pédagogique qui peut leur être offerte au vu plutôt de leur sentiment du carcan du programme? On voudrait, je ne vais pas dire se battre pour ça, parce que ce serait contraire à l'objectif. On voudrait qu'ils le comprennent en douceur. C'est une question qu'on a souvent en fin d'inspection. Oh, j'ai le droit de faire ça? On regarde où sont les devoirs. Les devoirs, il y a des objectifs qui sont fixés, etc. Puis une fois qu'on a fait le tour de ces devoirs, finalement, il y a un espace de liberté autour qui est énorme. Regardez le programme de seconde. Le découpage des 3 parties n'est même pas associé à des découpages horaires. Il est clairement dit dans le programme, vous pouvez, évidemment, si vous faites 1 heure sur un des points, c'est pas raisonnable, mais vous pouvez moduler la place que vous accordez à l'un ou l'autre point dans une seconde de détermination en fonction du contexte local, de ce que vous avez envie de faire, des opportunités, vous pouvez faire des choix. Ça, c'est un espace de liberté. Je crois qu'il faut absolument que les professeurs comprennent cet espace de liberté. Et ce que je disais tout à l'heure sur la lecture des programmes de collège avec les 3 colonnes, c'est ça qui est pris comme étant le programme. Mais ça transforme la préparation des cours en la conception d'une course de saut d'obstacles. C'est pas du tout ça. On prend le chapeau, on prend des objectifs et on se dit, bon, à ce niveau-là, qu'est-ce qui est important? Voilà ce que je pense. Ensuite, on peut regarder le programme, dire, ah oui, tiens, j'aurais pas pensé à ça, ou bien j'aurais mis ça en plus, j'ai le temps, j'ai pas le temps, c'est indispensable, bon, pourquoi c'est choix? On y rediscute. On organise sa stratégie en toute liberté, puis après, on regarde, on confronte, mais on a d'abord un espace de liberté. Alors, pour ce qui est de l'organisation pédagogique, en dehors des contraintes matérielles qui peuvent s'exercer dans la gestion de classe selon les lieux, on a aussi une liberté pédagogique énorme pour gérer sa classe. On a des espaces, l'organisation d'une classe, les TP mosaïques, le travail par groupe, tout ça. Et tout ceci, toute cette réflexion, elle s'organise. La liberté, elle est partout. Quand on dit, vous avez des objectifs de formation, vous allez valider dans le cadre du seuil des compétences. Et on dit bien, ces compétences peuvent être construites dans une discipline ou dans une autre, validées ici ou là, à tel ou tel moment. Rien que dire ça, c'est dire qu'il y a une liberté. Ça veut dire que quand on aborde un point de programme, on l'aborde comme on veut. Et quand on regarde les contenus, ils sont pas énormes, les contenus. Moi, je suis pleinement en accord, puisque je sais ce que j'essaye de faire passer, mais il y a une résistance énorme pour dépasser et changer finalement de culture d'enseignant. Oui, mais il faut essayer on ne peut pas se battre avec les enseignants pour ça, il faut essayer de leur faire comprendre l'intérêt jubilatoire qu'il peut y avoir à s'emparer de cette liberté et à faire jubiler ses élèves. Je vous cite autre chose. D'expérience, professeur qui me dit, ah oui, là, les élèves sont pas très actifs, ils s'ennuient. Pourtant, au projet, on a fait la même chose. Bon.
se pose 5 minutes. Pourquoi est-ce que dans le cadre d'un projet, les élèves se sont intéressés à cette question-là et pas dans le cadre du cours? Alors on analyse, et puis on voit qu'il y a peut-être des éléments de contenu, la façon d'entraîner, la façon de faire agir les élèves. Deuxième question, cette façon dont vous voyez qu'elle plaît aux élèves, enfin qu'elle plaire, hein, qu'elle les fait rentrer finalement dans la science. Est-ce qu'il y a moyen, non pas de l'appliquer telle qu'elle parce que les conditions sont différentes, mais d'en transposer les éléments actifs, en quelque sorte, dans le cadre de la classe et de l'enseignement normal? Et souvent, on trouve une solution. Et à partir de là, on débobine le fil, on ouvre des portes et on décloisonne. Ça, si vous voulez, c'est un enjeu. Je partirai peut-être en retraite avant que ce soit fait, mais c'est un rêve. C'est un rêve de voir des enseignants libres qui assument leurs responsabilités, qui tentent, comme cet enseignant de Mayotte qui a tenté cette démarche en disant je vais pas préparer tout, j'ai tout changé hier soir, hop, et puis je prends un risque, et puis je vais peut-être me casser la figure. Mais ça veut dire quoi, se casser la figure? Ça veut rien dire. Ce jour-là, ça marche pas trop bien, ou ça grippe un peu, c'est pas grave, on essaie de comprendre pourquoi, c'est lié à la classe, et puis on réévalue, on fait autrement. Et on s'adapte, on diversifie. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Juste un petit point d'horaire. Logiquement, on devrait passer à la deuxième intervention. Mais comme Gérard Bonneau n'est pas là cet après-midi et qu'il ne pourra donc pas participer à la demi-heure finale de débat sur la journée, je propose de redonner encore un tout petit peu la parole, quitte à décaler de quelques minutes et qu'éventuellement, comme Benoît est là toute la journée, on diffère un peu le temps de questions à Benoît tout à l'heure. Si vous en êtes d'accord, je propose ça. Je ne peux absolument qu'approuver la liberté pédagogique, enfin, ça m'enchante. J'ai un tout petit problème qui va paraître horriblement agressif, je suis désolée. Je ne vois pas comment on peut rendre compatible la liberté pédagogique pour quelque chose qui n'est pas évaluable. Parce que le problème, c'est que les enseignants, à un moment, ils vont devoir quand même former les élèves pour passer le bac. Et je ne vois pas comment, avec la liberté pédagogique d'une part, d'autre part, avec un objectif tel que finalement éduquer au développement durable, on va pouvoir griller les élèves. C'est-à-dire les noter, l'évaluation sur cette éducation, je pense que c'est impossible. Et j'ai beaucoup de... j'aimerais pas être à la place des enseignants qui doivent éduquer au développement durable et aussi permettre de passer le bac dans de bonnes conditions. Bon, pour ce qui est d'être un obstacle à passer le bac, ça me semble pas vraiment être un obstacle. Je suis persuadé qu'on peut former les élèves à passer un examen, voire un concours, sans formater l'enseignement sur les épreuves finales. Bon, en tant qu'ancien professeur de classe préparatoire, je peux vous affirmer que ça fonctionne de penser en termes de formation, et sans bloquer les concours, sans bloquer le résultat des élèves. Ce qui perturbe un peu les choses par rapport au bac, c'est qu'une épreuve unique. En BCPC, on avait une chance, il y avait plein de concours avec des modalités différentes. Donc, bloquer les élèves sur une modalité de concours, c'était obligatoirement les tuer. Bon. Mais, le bac, on a peut-être cette illusion d'un obstacle unique, c'est quand même pas monstrueux, je crois qu'on peut se fixer des objectifs de formation qui permettent d'atteindre le bac sans être obnubilé par ça. Pour ce qui est d'évaluer le DD, alors ça c'est quand même une autre question, mais doit-on évaluer le DD en soi? Dans le cadre d'une classe, je ne sais pas. Moi je verrais plutôt le contexte EDD en tant que contexte permettant d'évaluer des compétences plus vastes. Vous avez vu dans le socle, sur les points autonomie, citoyenneté, voilà, le contexte EDD fournit des occasions d'évaluer des points, des attitudes qu'on peut difficilement évaluer autrement. Alors après, comment le faire? Ça peut être très délicat. On a commencé à travailler un peu dessus avec des collègues, on n'est jamais allé au bout, on n'a jamais publié parce que c'est pas simple, mais bon, il y a des aspects d'auto-évaluation aussi. Dans le DD, on est dans une démarche. Ça n'est pas le seul domaine dans lequel on pratique la démarche qualité. Mais dès qu'on est dans une démarche de développement durable, la démarche, c'est une démarche qualité. Dans ces démarches qualité, vous avez de l'amélioration continue, de l'auto-évaluation. Et là, on a probablement une entrée éthique possible. C'est-à-dire d'identifier des points et d'amener les élèves à s'interroger, à comparer leur évolution entre un point initial et un point d'arrivée, sans intervenir de façon normative. Donc, je n'irai pas plus loin, mais 1, évaluer le DD en soi, ce n'est pas forcément indispensable. 2, si on veut évaluer des choses qui sont vraiment spécifiquement du domaine de l'EDD, on doit pouvoir trouver des entrées non normatives en accord avec les principes qu'on se donne.
Bonjour, Didier Mupnet, Université de Clermont. Vous avez implicitement fait référence à l'oral 1, la compétence 1 d'enseignant. Donc, la première question, pourriez-vous expliciter? Et la deuxième question, c'est, à l'écoute de votre exposé, je comprends bien que les techniques classiques d'enseignement ne sont pas celles de l'EDD. Or, la majeure partie des contenus de programme, des orientations de programme, sont l'éducation au développement durable ou à la santé ou équivalent. Est-ce qu'on va en tenir compte réellement, même dans les épreuves 1 orales du CAPES? Bon, je ne sais rien, je suis ni président ni vice-président de concours, donc je ne sais absolument rien. Les méthodes classiques d'enseignement, je crois que les méthodes classiques d'enseignement, celles que j'ai déclinées, le projet, le débat, les TP mosaïques, etc., le dossier, bon, ça me semble classique, hein. Ce qui n'est pas classique, c'est la combinatoire qu'on en fait, la frilosité avec laquelle on les utilise dans les pratiques courantes d'enseignement. Et c'est à ça que je voudrais inviter, non pas pour imposer, mais bien pour... enfin, je crois qu'il y a deux mots-clés pour dire à la question de madame tout à l'heure, c'est choisir et diversifier. C'est-à-dire on choisit ce qu'on fait à un moment ou à un autre et on se débrouille pour diversifier. Et c'est un petit peu vrai comme ça qu'on balayera tout le spectre. Bon. Pour ce qui est de la question 1, c'est juste une remarque que je me suis faite au passage en préparant l'exposé, en me disant les collègues sur cette question agir en fonctionnaire de l'État éthique et responsable sont face à une nouveauté hein, qui les interpelle. Comment chaque discipline peut-elle s'emparer de la question d'une façon qui soit à la fois globale, hein, compétence de professeur, mais qui s'ancre quand même dans la réalité du concours. Donc c'est simplement une réflexion que je vous dis, mais si ça se trouve, ils le feront. Mes collègues ne le feront pas. Mais je dis simplement que je trouve que une épreuve, une leçon, un exposé qui invite à une entrée développement durable peut assez facilement dire, mais en tant que professeur, un élève vous dit ceci dans la classe, moi je n'y crois pas parce que, comment réagissez-vous? Ça pourrait être une entrée qui permettrait de discuter par exemple sur le mot croire à la fin d'un enseignement scientifique. Vous voyez, bon, mais c'est une idée en l'air. Hein. Juré craché, il n'y a pas de délit d'initié. Oui, bonjour, Vincent Chassani, donc Prague et Paris 7. Je voulais revenir sur l'exemple de l'agriculture que vous avez pris, l'exemple des pratiques agricoles. Donc j'ai bien compris la nécessité de ne pas être jugeant par rapport aux pratiques de nos aïeux. Toutefois, est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux de faire abstraction des lobbies agricoles, de l'industrie des pesticides qui guident en grande partie quand même les pratiques agricoles actuelles, et de ne pas sombrer dans une certaine naïveté par rapport au développement durable, justement, en faisant abstraction d'une partie du problème. Notre travail, ce n'est pas de donner la réponse, même si on a, nous, notre réponse, c'est d'amener les élèves à argumenter, à débattre autour. Et c'est à eux de faire les choix. Mais cette composante qui est du domaine public, d'introduire l'idée que, après-guerre, ce qui était bien pratique, c'est que les industries chimiques avec plein de nitrates qui avaient servi à autre chose et qui ne pouvaient plus servir, bon, ben oui, mais après, même cette information-là, il faut la discuter. Est-elle partisane ou pas, tout ça? Je crois que l'intérêt, c'est de discuter. Donc, il n'y a pas de danger si, justement, vous créez le débat. Si au contraire dans nos classes on ferme, on adopte exactement la même position qu'un journaliste, un politicien ou un acteur qui a un message à faire passer. C'est pas notre travail. C'est pas notre travail. On peut avoir de casquettes. Et clairement, mais je voudrais le dire sans agressivité aussi, je trouve, d'après ce que j'ai pu observer, que dans le premier degré, on a une difficulté avec beaucoup de professeurs des écoles qui sont investis dans l'éducation à l'environnement, souvent de façon beaucoup plus étroite, et qui en même temps sont assez militants. C'est-à-dire que c'est vrai aussi dans le second degré, si vous voulez, mais la science étant, on le sait, moins traitée dans le premier degré, ceux qui traitent la science le font souvent par ces entrées-là. Bon, on concentre un petit peu la question, et il me semble que on ne peut pas, on ne doit pas, c'est pas laïque que d'avoir la même casquette dans l'école et hors de l'école. Hors de l'école, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, ce qu'on décide en tant que citoyen. Dans l'école, on n'est pas là pour ça.
J'ai un souvenir très fort de la région de Jarry à Grenoble, hein, des zones industrielles fortes avec des industries chimiques dans tous les coins, de Vignes, Céveso 2. Bon, on travaille un plan particulier de mise en sûreté. Eh ben, on ne peut pas dire aux élèves, l'usine chimique à côté, l'industrie chimique est pourrie et elle nous fait du mal. Puisque c'est là que les parents travaillent et c'est de là qu'ils tirent leur salaire. Et j'ai vu des enseignants aborder cette question du risque industriel d'une façon extrêmement dépassionnée, extrêmement claire, mais pas dans un monde de bisounours. C'est bien clair.